Salut à tous! Aujourd'hui on s'essaye à un type de vidéo pas encore très en vue sur YouTube. Voici le top 13 des personnalités qui ont marqué la mode parisienne. Jean de Vaudetard. Et oui, si aujourd'hui les hommes se verraient mal en jupe, ce n'est pas tellement le cas au XIVe siècle. La plupart des hommes portent alors le surcot, c'est une sorte de robe, mais les petits genoux qui en ont marre de cacher leurs gambettes décident de bousculer tout ça en se mettant à porter le pourpoint court et les choses collantes. La première représentation, mais aussi la plus célèbre de cette mode, montre Jean de Vaudetard, chambellan du roi, offrant une Bible à Charles V. Dans cette vignette, l'ancienne mode du surcot et du long et de la nouvelle mode du court sont représentés, car le pauvre Charles V, trop faible et malade pour se permettre de risquer de dévoiler ses jambes, choisit de ne pas céder à la tendance. Peut-être devrions-nous parfois suivre son exemple. Alors, homme en collant ou en robe, vous préférez quoi? Anne de Bretagne. Anne de Bretagne n'était pas spécialement connue pour être une fashion victime, mais elle a quand même réussi à influencer le vêtement de deuil de toutes les reines de France. Et oui, alors que toutes les reines avant elle avaient la singularité de porter le deuil en blanc, synonyme d'une obligation d'un nouveau mariage, Anne de Bretagne, après la mort de son deuxième mari Charles VIII, portera le deuil en noir et signe ainsi le refus d'un nouveau mariage, dans l'immédiat du moins. Sans un mari dans les pattes, elle peut ainsi gérer seule les affaires du duché de Bretagne. Catherine de Médicis et Anne d'Autriche imiteront Anne de Bretagne et porteront alors elles aussi le deuil en noir, lançant une véritable mode au point même que lorsque la reine belge Fabiola arriva en blanc aux obsèques de son mari en 1993, la presse et le public soient choqués, ayant complètement oublié que les reines peuvent porter du blanc à des funérailles. Henri III et c'est mignon. Henri III, fils de Catherine de Médicis et de Henri II, est un roi de France plutôt particulier. Alors qu'il devrait s'intéresser à la chasse et à l'art de la guerre, Henri, qui déteste la violence, préfère la douceur des dentelles et le raffinement de ses bijoux. Il aborde alors dans tout le royaume de magnifiques fraises démesurées et de grandes boucles d'oreilles ou encore de superbes colliers à 3 rangs de perles, ce qui fait passer le roi pour quelqu'un d'efféminé. Mais clou du spectacle, Henri III s'entoure d'une farandole de jeunes hommes appelés à l'époque mignons, qui était alors un terme qui signifiait favori du roi, mais qui prend alors en plus une connotation plus sexuelle. Plus que de lui reprocher son homosexualité, ses détracteurs lui reprochent en fait surtout son côté efféminé avant toute chose. Et pour cela, on veut même le faire interner. Rose Bertin. Vous connaissez tous le goût passionné de Marie-Antoinette pour les vêtements. Mais peut-être connaissez-vous moins bien Rose Bertin, sa ministre des modes, comme elle aimait l'appeler. Sans Rose Bertin, Marie-Antoinette n'aurait pas été la même ambassadrice de la mode parisienne. Pourtant, Rose Bertin est d'une origine plus que modeste, puisqu'elle est fille d'un cavalier de la maréchaussée et d'une garde malade. Elle ouvre une boutique de mode en 1770 et la rend rapidement prospère. Elle rencontre alors dans la foulée la reine et propose des innovations importantes pour les femmes de l'époque en allégeant par exemple les paniers des robes. Elle lance aussi les robes de grossesse et la mode champêtre en mousseline dont est friande la reine. Le chevalier d'Éon. Le chevalier d'Éon est un espion à la cour de Louis XV chargé d'espionner la cour russe et de se rapprocher de la tsarine Catherine II de Russie. Pour cela, il se déguise en femme afin de passer incognito. Et le déguisement est tellement réussi que le roi de France, ne croyant pas qu'il était un homme, l'oblige à rester habillé en femme. Il fait alors confectionner sa garde-robe féminine par Rose Bertin. Mais malheureusement pour lui, il reporta une fois de plus son uniforme militaire dans la rue, et pour cela, il est exilé par le roi et doit fuir en Angleterre, où le pauvre malheureux gagnera sa vie en faisant des combats habillé en femme. Alors le chevalier d'Éon, c'est peut-être le roi du travestissement, mais c'est avant tout le roi de la loose. Balzac. On pourrait s'étonner de voir l'écrivain de La peau de chagrin se retrouver dans ce top. Mais Balzac n'aimait pas que les mots, il aimait aussi beaucoup les fringues. En fait, c'était un véritable dandy. Mais sa passion ne s'arrêtait pas là, il a aussi fait de nombreuses recherches sur la mode afin de documenter ses livres. Il a même écrit le traité de la vie élégante. Bref, on ne dirait pas comme ça, mais Balzac, il est plutôt trendy. Joséphine. L'impératrice Joséphine est une amatrice de mode, mais aussi un vrai panier percé. Joséphine aime tellement les belles robes que la jeune femme s'endette de façon dramatique. Même après son divorce avec Napoléon Ier, qui lui verse alors 30 millions de francs pour compenser, Joséphine n'arrive pas à éponger ses dettes et Napoléon sera obligé de l'aider bien plus tard. On raconte même qu'une année, Joséphine s'offrit pas moins de 500 paires de souliers. Ça en fait rêver plus d'une. Alors quand son dressing débordait, Joséphine avait pour habitude de donner ses toilettes et ses bijoux à ses femmes de chambre. Plutôt cool la Joséphine. La comtesse de Castiglione. Quand on parle de dettes, voici une autre gagnante. La comtesse n'avait pas de penchant spécifique pour les chaussures, mais plutôt pour les déguisements et les mises en scène.
Profitant de l'avènement de la photographie, la comtesse se met en scène dans des tenues flamboyantes et se fait prendre en photo par Pierre-Louis Pierson. Pourtant, la comtesse, victime de son addiction, finira ruinée. En même temps, étant donné sa modestie, il est normal qu'elle ait voulu garder un maximum de clichés d'elle pour la postérité, car elle-même se décrivait comme la plus belle créature qui ait existé depuis le commencement du monde. Encore heureux que la Castiglione n'ait pas connu les selfies. Worth. Si on connaît tous aujourd'hui la haute couture et les défilés de mode, c'est grâce à Charles Frederick Worth, un couturier français d'origine britannique. Auparavant, les modèles n'existaient pas et on allait chez son couturier demander ce dont on avait besoin. Worth est un des premiers à proposer des vêtements déjà créés. Pour présenter sa nouvelle façon de voir la mode, il invente ainsi le défilé de mode destiné à montrer ses créations. Worth voulait aussi innover dans le domaine pour proposer des choses plus haut de gamme. Il avait quand même Eugénie, la femme de Napoléon III, parmi ses clientes. Fait notable, c'est lui qui remplace la célèbre crinoline 19e par la tournure, beaucoup moins contraignante pour les femmes. Paul Poiret. Paul Poiret est un grand homme. Il est l'un des premiers à libérer la femme du corset. Pourtant, s'il libère le haut, il va contraindre le bas. Et oui, il va confectionner des robes aux jupes tellement entravées que les pauvres dames ne pourront se déplacer que par petits pas. Autant dire que cela n'aide pas forcément l'émancipation féminine. Coco Chanel. On ne présente plus Gabrielle Chanel. De nombreux documentaires et films lui ont été consacrés. Au début modiste, elle finit par être l'une des plus grandes créatrices de mode du XXe siècle. Parmi ses innovations, elle utilise du jersey, une matière peu noble pour confectionner des vêtements plus souples et moins contraignants pour la femme. Elle ne s'entend d'ailleurs pas du tout avec Paul Poiret, dont elle méprise l'extravagance. Car c'est l'ambassadrice du chic simple, mais aussi l'inventrice de la petite robe noire, aussi élégante en journée qu'en soirée. Elle crée aussi le tailleur en tweed, énorme succès aux États-Unis, qui finira par être adopté en France. Christian Dior. Dior est l'inventeur du New Look, une silhouette impressionnante qui nécessite beaucoup de tissu pour être réalisée. Parfois, plus de 10 à 20 mètres de tissu sont requis pour confectionner ce vêtement. Pourtant, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale et en période de disette et de crise, sortir une telle pièce de mode choque. Mais le New Look est finalement une immense réussite et on peut comprendre pourquoi. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier s'amuse avec les codes de la mode et les détourne en jouant avec les vêtements du dessous et du dessus, comme avec ses fameux corsets. Il donne aussi une nouvelle image de la femme forte avec les seins obus qui font le succès des robes de Madonna. En cela, il émancipe en tout point la femme et lui donne de la force et de la puissance. C'est aussi un grand amoureux de Paris dont il s'inspire beaucoup pour créer ses collections. C'est donc parfait qu'il clôture ce top des personnalités qui ont marqué la mode parisienne. On espère que cela vous aura donné des idées de déguisement pour le 10 septembre et aussi que ce top vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous auriez envie de vous déguiser et nous on vous dit à très vite.